Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sous le thème jeunesse congolaise, atout ou casse-tête. La population congolaise est relativement jeune, à près de 90%. Pour certains analystes du dividende démographique, cette couche de la population est un atout majeur pour le développement du Congo après 2 voire 3 décennies, ce qui n'est pas l'avis d'une autre frange qui mise plutôt sur au moins un demi-siècle après, soit 50 ans plus tard. Celle-ci indexe la politique comme principal frein à l'éclosion d'une jeunesse qui trouve dans ce discours politique, bien entendu, une porte de sortie personnelle. Avec moi pour en parler, j'ai à ma droite M. Prince Kakou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes encadreur comptable financier. C'est exact. Et c'est dans quelle université? Je suis dans quelques instituts privés de Brazzaville où j'exerce mon métier. En face de vous, j'ai M. Olivier Bathias Lincoln. Bonsoir. Bonsoir, c'est Olivier Lincoln, Bathias Moland. Olivier Lincoln Bathias Moland, toutes mes excuses. Vous êtes écrivain. Et juste à droite de M. Prince Kakou, j'ai M. Mavi Emmanuel Djabankana. Vous êtes auteur, écrivain, initiateur du groupe Jeune Impact. Bonsoir. Bonsoir. Le groupe Jeune Impact, pourquoi? Le groupe Jeune Impact, c'est pour pouvoir relever la jeunesse de notre pays. Et en face de vous, j'ai M. Cyprien Mwanda. Vous êtes membre du BEN, du Bureau exécutif national de la JUPADES. Bonsoir. Bonsoir. Jeunesse congolaise, atout casse-tête est donc le thème de cette émission. Mais avant d'en parler, je m'en vais du côté de la régie vous proposer 2 reportages. L'un sur la grève des enseignants de l'université Marine Ngouabi et l'autre sur cette problématique question de recrutement à la fonction publique des finalistes. Regardez. Tout est quasiment au point mort à l'université Marine Ngouabi. C'est la grève des enseignants. Nous sommes ici à la faculté des sciences économiques. L'entrée principale est hermétiquement fermée. Par ailleurs, à la faculté des lettres, des arts et des sciences humaines, sur le tableau d'affichage, il est fait mention d'un avis de grève illimité lancé depuis le 7 septembre par le syndicat des enseignants du supérieur. Depuis lors, pas de cours. Les services de scolarité centrale et ceux des facultés ne fonctionnent pas. Arrêt du processus d'inscription et d'organisation de différents concours d'entrée à l'université. Les étudiants venus déposer les dossiers ne savent pas à quelle porte faudrait-il frapper. Là, nous sommes bloqués dans le sens que la situation devient très difficile pour nous et qu'on n'arrive même pas à déposer les dossiers en ce qui concerne la bourse. Ça nous fait un peu mal parce qu'il y a des uns qui ont déposé, il y a les autres qui sont encore en attente. Avant l'annonce de cette grève, les sessions de fin d'année étaient programmées le 11 septembre à la faculté des lettres, des arts et des sciences humaines. Ces étudiants qui attendent normalement l'exécution du calendrier d'examen sont perplexes. On arrive ici depuis 10 heures, il est déjà 10 heures, mais là, il n'y a personne. Selon le calendrier, c'était demain. Demain, le 11, on allait débuter avec les sessions. Mais jusque-là, on nous dit qu'il y a la grève, donc tout est bloqué. On avait l'impression qu'on allait finir avant pour essayer un peu de faire peut-être du corps pour avoir un peu de l'argent. Pour qu'à la rentrée, qu'on ait au moins quelque chose. Les enseignants de l'université Marien Ngouabi qui accusent 6 mois de salaire impayés parlent, eux, à travers cet avis de grève, de l'injustice du gouvernement dans le traitement du personnel de cet alma mater par rapport aux fonctionnaires qui, jusqu'ici, sont payés régulièrement. Les 1675 étudiants formés à l'école nationale, la moyenne d'administration et finalistes entre 2012 et 2017 se sont donné rendez-vous cette fois devant le ministère en charge de la fonction publique. Bon, mais ce qui fait que nous puissions arriver ici, c'est toujours dans le cadre de nos démarches, juste à avoir un terrain d'entente avec nos gouvernants pour notre situation d'intégration à la fonction publique. Voilà pourquoi nous sommes obligés de continuer à manifester jusqu'à avoir un terrain d'entente avec nos gouvernants. Depuis qu'ils ont commencé leurs revendications, aucune autorité ne les a reçus. Ce qui fait qu'ils restent déterminés à mener ces mouvements jusqu'à ce qu'ils auront gain de cause. Nous sommes venus ici plusieurs fois, nous avons parlé aux conseillers au recrutement, il n'y a pas eu de solution. Voilà pourquoi nous avons changé de tactique. Là, nous sommes là pour le sitting. Tant qu'on ne nous recevra pas, on va perturber le fonctionnement du ministère. Et s'il faut passer nous ici, on va passer nous ici. On va dormir ici. Parce que ici, pour l'instant, c'est notre ministère de tutelle. C'est la preuve qui montre que nous allons dormir ici. Mais pendant une semaine, personne ne va nous empêcher. Sensible au mouvement des finalistes de l'ENMA, le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale est sorti à leur rencontre. Vous avez fait le bruit, je suis venu vous voir. Il y a 2, 3, 4 ou 5 qui vont venir avec moi. On va discuter, qui vont vous représenter. Je monte dans mon bureau, vous désignez 3, 4, 5.
de vos représentants, ils viennent me voir et puis ils viendront vous rendre compte où vous pouvez vous retrouver, pas dans la rue. De la rencontre entre Firmin Aïssa et les représentants des finalistes, il en est ressorti un rendez-vous pour le jeudi 11 octobre, le temps que le vice-premier ministre rende compte au premier ministre qui lui donnera la conduite à tenir. Voilà, des reportages que nous avions diffusés dans nos éditions précédentes. Chers messieurs, avec tout ce que vous venez de voir, est-ce que vous avez le sentiment d'être impliqué dans le processus de développement du pays ou c'est plutôt le contraire, vous vous sentez botter en touche, monsieur Prince Kakou? Bon, merci pour la parole, monsieur Mathieu. Je peux dire que ce qu'on vient de voir dans ce reportage, c'est vraiment très triste. Parce que vous imaginez qu'une jeunesse qui est formée mais qui n'est pas utilisée, et ça dit, ça fait au moins 5 à 6 ans, qui réclament leur entrée à la fonction publique, mais on ne les utilise pas. Une formation professionnelle, et pourtant, ces jeunes étudiants, ils sont prioritaires dans le cadre de l'intégration de la fonction publique. Parce que lorsqu'on recrute, on dit priorité aux écoles professionnelles de l'État. Mais ces derniers sont formés, mais on ne les utilise pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils deviendront? Là, déjà, pour certains, ça fait 5 ans, il y a de ceux qui ne font rien. Après, ça pousse à quoi? Ça donne d'autres idées, tout ça, la révolte, tout ça, bon. Et ça donne beaucoup du tort au niveau de l'État, parce que c'est l'État qui a formé cette jeunesse-là. Ben, à la fin, on ne veut pas les utiliser. Donc, l'État doit faire son travail. Ils ont raison de réclamer. Comme je dis, bon, on ne prend pas avec la situation économique du pays, la crise, tout ça, les quotas au niveau des recrutements. Bon. Et il y a d'autres qui se forment encore quand on voit cela. Plusieurs générations qui se font laisser. Déjà, les premiers ne sont pas utilisés. Et d'autres viennent. Mais à quoi vaut la peine encore de former d'autres étudiants? Déjà, si ces derniers ne sont pas recrutés, donc ça sert même, tant mieux même, fermer ces écoles professionnelles-là, qu'on puisse d'abord recruter les premiers, et après, on peut encore réouvrir ces écoles de formation pour... Sinon, ça serait vraiment la même. C'est même le terme de notre sujet quand on dit à tout est casse-tête. Mais ces casse-têtes-là, c'est ces problèmes qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Donc, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement, sinon ça serait dur. Est-ce que vous vous sentez impliqué dans le processus de développement du Congo ou plutôt vous êtes jeune, vous êtes délaissé, vous êtes botté en touche, on ne vous regarde même pas vous en tant que jeune? À titre personnel, non. Parce que moi, il y a longtemps, j'ai cessé d'être spectateur dans mon pays, en tant que citoyen. Et sur cette question-là, de l'inadéquation entre la formation et le recrutement, les offres d'emploi chez nous, je veux dire, là, nous allons traiter un symptôme qui touche un mal qui est très profond. Bon, c'est bien notre thème, jeunesse à tout ou casse-tête. C'est véritablement casse-tête. C'est se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est prendre le problème à la racine. Aujourd'hui, nous débattons de ceux qui ne sont pas recrutés, qui traînent. Ce n'est qu'un symptôme. Donc, il faut repartir à la racine. Repartir à la racine du problème, c'est quoi? C'est revoir tout le système. Revoir la gouvernance. Revoir l'éducation nationale. Vous dites jeunesse à tout. Je peux dire oui, tout comme non. À tout, pourquoi? C'est que déjà quoi un atout? Un atout, c'est un avantage qui vous garantit la réussite. Et je crois que cette jeunesse-là est un atout pour nous, pour notre pays aujourd'hui. Mais depuis toujours, elle a été un atout pour d'autres et une faiblesse pour elle-même. Parce qu'elle laisse faire et elle se laisse faire, cette jeunesse. Vous avez donné un chiffre très important. Pour une population de 4,5 millions d'habitants, on est à près de 90% constitué de jeunes, composé de jeunes. Je crois que c'est quasiment les mêmes proportions pour l'électorat. Ce sont les jeunes, en majorité, qui votent. Donc, nous laissons faire et nous laissons faire. Il y a un autre livre qui va être bientôt publié, dans lequel je dis tout le monde peut déclarer la guerre. Mais c'est surtout une jeunesse sans avoir son mot à dire qui la livre. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est temps pour cette jeunesse-là d'avoir son mot à dire. De l'autre côté, j'ai M. Mavi Emmanuel Diamakana. Vous également, vous êtes écrivain et initiateur du groupe Jeune Impact. Est-ce que vous vous sentez impliqué dans le processus de développement du pays ou plutôt on ne vous regarde même pas?
plutôt que je me sens personnellement impliqué, parce que nous nous sommes engagés à dénoncer certains mots. Et j'aimerais revenir à la source sur le problème de l'éducation et de l'intégration. Vous savez, aujourd'hui, il y a un problème qui s'oppose, la montée démographique. C'est aussi un paramètre à prendre en compte. Et c'est maintenant que la notion de la culture entrepreneuriale est en vogue dans notre pays. Sous d'autres cieux, c'est quelque chose qui se fait depuis toujours. Et ce qui est bizarre, c'est de constater que la jeunesse de notre pays prône premièrement l'insertion dans la fonction publique que d'avoir des initiatives qui pourraient permettre que cette jeunesse-là puisse s'épanouir. Et donc, au moment où on termine ses études, on n'est pas inséré dans la fonction publique. Et voilà, ça crée ce que nous venons de voir, des mouvements de révolte. Donc moi, comme m'a dit mon confrère, que le problème, c'est à la source. À la source, on doit voir le problème, le système éducatif, c'est-à-dire on doit s'arranger de telle sorte que être intégré à la fonction publique puisse être un second plan, que ça ne soit pas le premier plan. Je crois qu'ailleurs, c'est comme ça. Et donc, c'est surtout ce point-là. Parce que moi, dans mon livre, je dis, très souvent, ce n'est pas un manque d'emploi, mais c'est un manque d'initiative. Mais si, à la base, nous ne sommes pas formés pour pouvoir prendre ces initiatives-là, ça serait difficile. Donc, pour revenir au problème du quota, vous savez, aujourd'hui, la fonction publique, il y a un nombre limité. On ne peut pas toujours accumuler. Aussi longtemps qu'on ne déploie pas les services, c'est difficile d'accumuler des employés. Et donc, pour ce faire, ces jeunes-là doivent eux-mêmes réfléchir, se dire que je n'apprends pas seulement peut-être pour être employé à la fonction publique, mais je dois être capable aussi de me prendre en charge moi-même. Parce que il y a aussi un problème sur la formation en tant que telle, c'est-à-dire la qualité de l'éducation au Congo. Parce que il m'est arrivé à écrire dans le livre que l'autonomie intellectuelle procure une autonomie d'ouverture à l'entrepreneuriat. Si aujourd'hui on veut être ces jeunes-là qui veulent entreprendre, en ce moment-là, on doit être bien formés. Parce que la première des choses qui nous fait défaut, c'est la qualité de la formation aussi. Voilà, donc c'est ce que j'allais... J'aimerais juste donner une précision. Il n'a pas encore répondu. Juste une précision sur ce qu'il vient de dire. Il n'a pas encore parlé. Juste une précision sur ce qu'il faut qu'il parle avant. Faut qu'il parle. C'était juste un mot. Bon. La précision viendra. Monsieur Manda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes déjà dans le sujet. Mais j'aimerais mieux d'abord revenir sur la formulation du sujet. Nous sommes en train de parler de la jeunesse congolaise à tout ou casse-tête. Voilà. S'il y a lieu de parler d'abord le concept jeune ou bien jeunesse, il faut dire que c'est une notion à la fois juridique et sociologique. Juridique, pourquoi? Parce qu'il y a la loi ou les lois, la loi de notre pays, et il y a aussi le droit international qui définit ce qu'on entend par le mot jeune ou le concept de jeune. Donc, de façon générale, en ce qui concerne la charte africaine de la jeunesse, un jeune, c'est une personne dont l'âge est compris entre 18 et 35 ans. Alors, nous allons dire que c'est cette catégorie de personnes-là qui vivent dans la société particulièrement congolaise. Est-ce que sont-elles, ces personnes-là, un atout, c'est-à-dire un avantage, ou un casse-tête, c'est-à-dire un goulot d'étranglement pour le développement d'un pays? Je dirais pas du tout. La jeunesse congolaise ne peut pas être un casse-tête. Un casse-tête pour le développement de notre pays. Pourquoi? Parce que cette jeunesse-là est en quelque sorte à bord d'une catabase. C'est-à-dire elle est en quelque sorte un peu sacrifiée. Elle va vers l'enfer. Il faut que nous ne pouvons pas mettre les gants pour dire certaines choses. Nous allons prendre beaucoup d'exemples. Nous venons de suivre une vidéo sur les recrutements des jeunes qui ont terminé dans beaucoup d'écoles professionnelles et qui aujourd'hui, je vous rappelle que nous avons beaucoup d'informations, il y a des jeunes qui ont terminé depuis 2010. 2010-2011. C'est ce que M. Kakou avait dit. C'est pour laquelle je suis en train de m'opposer à mes deux derniers prédécesseurs qui viennent de parler. Les deux écrivains. Bien sûr,
qui disent qu'ils sont en train de minimiser le fait. Alors c'est beaucoup criard, c'est scandaleux. Dire que c'est vrai, il faut que la responsabilité soit partagée entre la personne elle-même, donc la personne qui est jeune, et le pouvoir public. Nous connaissons bien la loi portant sur la réforme, le statut, la réforme de la fonction publique dispose que chaque personne a droit au travail. Et c'est l'État qui doit garantir, doit donner toutes les possibilités pour que chaque personne ait le travail. Et l'État-providence, selon certaines langues, n'existe plus. Bien sûr, quand on parle de l'État, je ne fais pas seulement allusion à la fonction publique. L'État doit être un facilitateur pour que chaque jeune ait le travail. À partir de l'entrepreneuriat, bien sûr, mais cet entrepreneuriat ou encore la fonction publique, il faut que cela soit facilité par l'aspect éducationnel ou l'aspect lié à la formation. Mais est-ce qu'il y a une adéquation entre le système éducatif congolais et ce dont le monde du travail a besoin? Non, il n'y a pas un rapport. Imaginez-vous, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de beaucoup de choses pour que vous ayez un cursus ou un CV qui peut avoir beaucoup qui peut être favorable à un emploi facile, mais ce n'est pas avec ce que nous sommes en train d'apprendre à l'école. Non, notre système éducatif est inadapté à la demande d'emploi. Donc il faut que l'État puisse voir toutes ces choses-là et que l'État prenne toutes ses responsabilités pour faire face à ce fléau. J'aimerais m'entendre du côté de M. Lincoln. Vous devriez ajouter quelque chose à ce que M. Emmanuel venait de dire. Oui, une toute petite chose pour dire que dans un pays, c'est l'État qui est le plus grand employeur. Voilà, donc sur ce que mon frère de la JUPADES dit que je minimise la question, je ne minimise pas la question. Je dis qu'il faut prendre la chose dans son ensemble, dans la globalité. Si, à son niveau, il se contente de dire que l'État doit faire ceci, cela, moi je dirais, lui, les membres de la jeunesse de la JUPADES, nous avons un cas pratique, un parti politique, c'est une école à la citoyenneté, au civisme, au patriotisme. Est-ce qu'ils s'appliquent à cela dans leur parti? Parce qu'une nation, ça se bâtit avec tout le monde. Hein. Ce n'est pas que le problème de l'État. Est-ce qu'eux, ils forment leur jeunesse au civisme, au patriotisme? Ça sera le cas de plusieurs partis. Ça rentre dans les cas de l'éducation. C'est Aristote ou Socrate qui a dit que tous les vices proviennent de l'ignorance. Voilà pourquoi il faut instruire tous les hommes. Alors, il faut déjà voir notre éducation nationale sur quoi il est basé. Puisque nous prenons plus le côté volet. Moi, j'aurais aimé qu'on réfléchisse un peu, pour ne pas dire scientifiquement, mais intellectuellement sur la question. Mais prenons le volet politique. Nous avons une majorité parlementaire social-démocrate. Ce n'est pas un regroupement, mais le PCT à lui seul est la majorité parlementaire. Nous avons un président social-démocrate qui a été élu à base d'un projet de société. Bon, nous avons un ministre qui est membre de ce même parti PCT social-démocrate qui vient mettre un terme à l'école pour tous. Aujourd'hui, je croise un gosse dans la rue, je dis pourquoi tu n'es pas à l'école? La Constitution dit que l'école est gratuite, obligatoire et laïque. Jusqu'à 16 ans. Tu dois aller à l'école, il dit papa n'a pas payé. Donc il y a contradiction. On contredit même la Constitution, on contredit même l'idéologie du parti qui veut que ce soit tout pour le peuple et rien que pour le peuple. Donc si le ministre de l'alphabétisation, tout ça, je me demande même pourquoi on a plusieurs ministres de l'éducation nationale, il faut à chaque fois les différencier. Nous l'ignore peut-être, le droit à l'éducation fait partie des droits de l'homme, plus précisément des droits de l'enfant consacrés par la Convention internationale des droits de l'enfant dont le Congo est signataire. Donc ça commence à la base. Si les enfants n'ont pas accès déjà à l'école primaire, imaginez pour le reste. On va parler d'entrepreneuriat aujourd'hui. Le problème du Congo, c'est pas l'entrepreneuriat, c'est la formation du citoyen, la socialisation du Congolais lui-même. C'est quoi être Congolais? Combien de jeunes sont capables de le dire? C'est quoi être Congolais? Je ne sais pas si vous me permettez, puisqu'il venait de s'adresser directement à moi. Il a parlé de la mission peut-être le rôle d'un parti politique, mais je ne pense pas qu'un parti politique puisse avoir une mission régalienne. Un parti politique est une association, qui vise la conquête du pouvoir par des moyens pacifiques. C'est-à-dire que cette conquête-là se base autour d'un projet de société que le parti doit
défendent. Et le parti politique est une association à caractère à but non lucratif. Donc, si on peut se battre, peut-être là où je peux m'appuyer sur lui, quand on parle du civisme, bien sûr, mais partout où les jeunes se trouvent. Mais le civisme doit être quelque chose qui ne peut pas être pris, relégué au second plan. Et c'est un élément très important pour les développements même culturels ou encore pour inculquer l'esprit concernant la respectabilité de la chose publique à ces jeunes-là. Puisqu'un jeune qui ne fait pas preuve du civisme ne peut pas être prêt à être utilisé dans la vie sociale. Est-ce que vous avez le sentiment, la question est posée à vous tous, d'être délaissé par la gestion de la chose publique et par les autorités qui gèrent la chose publique? Je ne sais pas si... Allez-y. Oui, bon, pour vous dire, être délaissé, en partie, oui. Mais qu'est-ce que cette jeunesse fait pour ne pas être délaissée? Là est la question aussi. Moi, je rejoins ce qu'il vient de dire. Je ne suis pas contre ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Nous revenons évidemment sur la même chose qui est la formation. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que cette jeunesse fait pour ne pas être délaissée. Est-ce que cette jeunesse elle-même, elle est en quête du bien-être? Je ne pense pas. Ou elle se laisse manipuler. C'est tout à fait normal. Regardez aujourd'hui les jeunes qui ne trouvent pas de l'emploi, tout simplement parce que l'État congolais ne recrute pas, et ils se permettent l'oisiveté, une vie de débauche. Est-ce que là, c'est un moyen de s'assurer un avenir meilleur ou de se rattraper? Moi, je ne sais pas, est-ce que par là, c'est une façon de dire que tiens, voilà, vous nous avez laissé et nous sommes à la dépravation? Non, c'est un grand danger. C'est un grand danger. Moi, je pense que jeunes que nous sommes, à 18 ans et plus, on est assez mature pour comprendre certaines choses. Que le Congo de demain, c'est nous. Personne d'autre ne viendra pour gérer notre État. Donc, je ne vois pas forcément... je ne veux pas d'abord regarder à l'accompagnement de l'État. C'est vrai que l'État doit jouer pleinement son rôle, la responsabilité, elle est partagée. Mais je me regarde d'abord, moi, en tant que citoyen congolais. Qu'est-ce que je fais par rapport à ce qui se passe? Est-ce que vous en avez les moyens d'abord? Bon, le premier moyen qu'on devra avoir, je pense que c'est le mental, c'est l'intellect. Hein? Ce sont des idées, c'est la connaissance qu'on a, d'accord? C'est la connaissance qu'on a qui nous permettrait de rebondir. C'est ça la première chose qu'on doit faire. Et malheureusement, la jeunesse de notre pays confonde certaines choses. Hein? On regarde beaucoup plus à l'État, ce que l'État devrait faire. Des fois, on accuse l'État, c'est bien beau, mais combien sont ces jeunes qui accusent l'État, qui sont qualifiés et qui se disent aptes de relever le défi? Il y en a, je n'en doute pas, mais nombreux sont des jeunes vraiment qui ne peuvent pas faire montre de prouesse en ce sens-là. Je ne suis pas d'accord. Allez-y. Je suis pas d'accord. C'est à la fois une philosophie personnelle, hein, ce que je veux dire. Je crois que dans ma jeunesse, j'ai passé ma crise à l'âge pubère, crise d'adolescence. J'ai eu à faire ce que j'ai appelé à donner le pire de moi. Mais je sais pas, peut-être que c'est inné, mais je suis fort mentalement. Je me suis dit, c'est que je peux donner aussi le meilleur de moi. Si je suis capable du pire, je peux être capable du meilleur. Donc on peut se rattraper. C'est ce que je me suis dit. Et c'est ce que je veux dire, moi, aujourd'hui, à mes pères, pour leur dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, si nous ne faisons pas gaffe, on restera comme la génération bébé noir, arabe, américain. C'est tout ce dont on va se souvenir de nos générations. Nous savons justement, tous, monsieur Bathias, nous savons tous, je l'ai dit tantôt, que l'État-providence n'existe plus selon certaines langues. Mais pensez-vous, cher monsieur ici présent, pouvoir vous démarquer sans l'apport de l'État? Mais moi, je dis ceci, l'État, c'est quoi? L'État, c'est un territoire, une population et un gouvernement. C'est nous tous, l'État. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être moi, l'État? Si vous voyez qu'il y a une route qui n'est pas réparée depuis que vous êtes tout petit jusqu'à l'âge adulte, ben, peut-être qu'on attend que vous soyez maire pour la réparer. Moi, voilà. Merci. Nous sommes en train de parler, de l'État. Bon, je ne le fais pas pour juste chicaner ou peut-être faire de cet échange un pandémonium. C'est un lieu où on veut parler de quelque chose sans fondement. Je suis en train de parler de l'État et que est-ce qu'un jeune, nous avait posé une question, est-ce que je ne peux se démarquer
sans l'apport de l'État. Mais si je peux dire oui, mais attention, est-ce que quand on regarde nos sociétés, est-ce que combien de jeunes sont-ils capables d'avoir un projet et être à même de l'exécuter, surtout financièrement? Nous avons participé à certaines rencontres où parfois les jeunes ont présenté des projets, mais ces projets-là il y a des gens qui sont assis sur ces projets qui parfois reçoivent des aides des organismes internationaux, qui parfois reçoivent des aides pour soutenir les projets de certains jeunes. Mais il y a des gens qui s'assoient sur ces choses-là. Alors, c'est ce que nous sommes en train de décrier. Donc, je vais prendre le cas, avant-hier, j'étais en train de suivre la télé, j'ai suivi au Cameroun, l'État camerounais vient de créer une banque qui, donc avec cet argent-là, ils sont capables de financer les projets. Donc, les jeunes présentent des projets. Et on leur donne, les jeunes sont capables de défendre ces projets-là, on leur donne un crédit. Et avec ce crédit, ils peuvent être capables de réaliser leur objectif. Ça peut être un projet agricole dans beaucoup de domaines. Mais écoutez, nous sommes dans des familles un peu, pas peut-être pour être trop violents verbalement, un peu démunis. Ouais. Est-ce que vraiment, à partir de sans l'apport de l'État, un jeune peut être capable de s'en sortir facilement? Avez-vous un projet? Un projet, bien sûr que oui. J'ai un projet et chacun de nous a ses objectifs, a sa vision. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Avez-vous consulté ou visité une personne qui pourrait vous apporter un soutien? Nous sommes ici, nous ne sommes pas venus parler de problèmes personnels. Non, mais c'est pour dire... Nous sommes dit comme des porte-parole. C'est pour dire simplement... Des jeunes qui sont présentés ici, même aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas présentés aujourd'hui ici, nous sommes en train de parler pour eux. Moi, je ne préfère pas parler sur ce problème du moment où je n'ai pas rencontré un obstacle. Des obstacles, je rencontre, c'est vrai. Mais quand vous parlez avoir élaboré un projet et aller trouver la personne qu'il faut pour pouvoir vous soutenir, ça aussi, c'est un problème. Il faut d'abord aller vers la personne et rencontrer l'obstacle, c'est-à-dire que la personne ne soit pas à même de vous aider. Pourtant, des moyens, il y en a. En ce moment-là, je ne parle pas d'une personne physique, je parle d'une personne morale. Oui, la personne morale, l'État. Mais aujourd'hui, quand on parle... l'État, il y a des institutions. Mais c'est raison pour laquelle je veux revenir sur cette question. Moi, je pense que l'État, vous avez parlé de la providence, l'État n'est pas forcément le seul moyen par lequel on pourrait accompagner les jeunes. Mais aujourd'hui, on parle de partenariat privé. Il y a ce type de partenariat qui peuvent aussi accompagner les jeunes. Il y a plusieurs organismes aujourd'hui qui peuvent aider les jeunes. Permettez, s'il vous plaît, qu'on prenne un peu le problème. Permettez que nous passions à la pause et on revient dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, c'est la pause. Nous revenons d'ici quelques minutes, le temps de la publicité tout à l'heure. Retour sur ce plateau du grand débat, jeunesse congolaise, atout ou casse-tête, c'est de cela qu'il s'agit ici. Et monsieur Bantéas, vous avez la parole. Oui, donc je disais, même en parlant d'entrepreneuriat, il faut des conditions, il faut réunir des conditions économiques et politiques propices à cela. Donc je ne vais pas citer des statistiques qui nous défavorisent, qui défavorisent notre pays par rapport à l'investissement, à l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que l'entrepreneuriat dont on parle, c'est quoi, monsieur Foucault? C'est pas de la magie. J'ai fait sciences ici, à Maïwabi, je sais comment on fabrique du savon. J'ai un ami qui a son BTS en marketing. On a une autre amie qui est comptable. C'est ça une start-up. C'est ça l'entrepreneuriat. Vous êtes trois, vous partez. Mais il faut des conditions, il faut des institutions qui sont capables de vous accompagner. Il ne faudrait pas que ça soit à la charge d'une ou deux institutions seulement, mais il faut qu'il y ait une culture de l'entrepreneuriat. Voilà justement ce que je voulais repréciser. Alors une question, allez-y, répondez. Ok, merci.
je suis d'avis de parler de l'entrepreneuriat, mais j'étais en train d'évoquer sur un fait qu'il y a aussi des possibilités ou des faisabilités chez les jeunes. Les jeunes sont ils ont beaucoup de difficultés. Je vais prendre l'exemple de ce jeune-là qui sont sortis des écoles de formation, le NES et tout. Mais on ne peut pas dire que ce jeune-là il n'est pas aussi mauvais, il ne peut pas entreprendre. Ils peuvent entreprendre. Mais sauf qu'il faut savoir que c'est du ressort de la loi qui sont partis se faire former à l'UNES. C'est l'État qui avait manifesté, qui manifeste jusqu'aujourd'hui le besoin. Que non, à partir de telle ou telle année, j'aurais besoin de tel nombre d'enseignants, de tel nombre d'enseignants. Alors c'est l'État qui forme ces enseignants-là. Quand les enseignants sont formés, ils doivent automatiquement, en temps normal, être informés. C'est toi, selon la loi 021 de 1964 qui était révisée en 2013. Après 3 mois, ces jeunes, ou bien les gens qui sont formés, doivent être recrutés. Mais quand ils terminent en 2010 et qu'ils ne sont plus que c'est un contrat, ils ont été recrutés par un concours. Ils ont été recrutés par un concours et dans leur tête se disent que moi, et ça d'abord, ça peut aussi être un choix. Même si d'aucuns pensent que les gens sont partis dans une école de formation pour devenir enseignants parce qu'il n'y a pas de travail. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette attitude de l'État qui envoie des jeunes en formation, qui sont qualifiés et qui ne les emploient pas? Nous n'avons pas une bonne politique d'employabilité au Congo. Nous mettons l'accent sur certaines choses. En tant que jeune, est-ce que cela vous touche? Ça vous fait mal? Mais oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, que nous n'avons pas une bonne politique, nous mettons l'accent sur certaines choses. Voyez? Et je vais prendre le cas du conseil consultatif de la jeunesse qu'on venait de mettre en place. Pour moi, c'est juste un système de monnayage. C'est-à-dire qu'on nous a vendu des fantasmagories en échange de ces statuts qu'on vient de donner à la jeunesse. Ce sont des illusions qu'on nous a vendues. Et depuis qu'on a pris le décret, d'abord la loi a été prise, par la suite le décret, et le secrétaire exécutif de cet organe est là. Mais où sont les autres? Est-ce que la loi dispose que les jeunes se réunissent sur l'initiative du président? Et par là, ils émettent leurs soucis par rapport aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Mais qui ne connaît pas les problèmes des jeunes, de la jeunesse, qui ne les connaît pas? Ça, c'est juste une manière de distraire les gens. Ouais? Donc, c'est à partir de là, ils doivent se réunir et sous l'initiative du président. Il faut que le président ait l'initiative et les jeunes se réunissent. Après s'être réunis, vous pensez que c'est un trompe-l'œil? Mais bien sûr. Je ne dis pas que c'est totalement superfétatoire. Non, il y a une importance, il y a un intérêt là. Mais au moins, il faut aller de l'essentiel au mieux. C'est ça le problème. Alors, nous allons avancer sur un fait. On sait tous qu'il y a quelque temps, on parlait d'un fonds pour les générations futures pour pouvoir gérer les jeunes d'ici quelques années. Aujourd'hui, on ne parle plus de ce fonds, il a même disparu. Vous, en tant que jeune, comment est-ce que vous ressentez cela quand on ne parle plus de ce fonds-là? Monsieur Kakou? Moi, je pense que, comme a dit mon frère tout à l'heure, il y a une mauvaise politique au niveau de la gestion des jeunes dans notre pays. Ce fonds dont vous parlez là, c'est un fonds qui a été vraiment dit, ça fait au moins 5 à 6 ans de cela. Mais ce fonds est parti jusqu'alors, tout ça. Ça veut dire que nos autorités n'ont pas le souci de la jeunesse. S'il y avait une bonne politique de la gestion des jeunes, on devait prendre ces fonds-là au sérieux pour que les jeunes aussi devaient prendre aussi leurs responsabilités parce qu'ils devaient avoir le souci. L'État nous gère, nous aussi nous devons prendre conscience afin qu'on puisse aller de pair ensemble. Exactement. Comme je dis, si il n'y a pas le sens de la responsabilité au niveau de l'État, la jeunesse ne prend pas aussi ses responsabilités, rien ne va se faire. Donc, on doit aller de pair. Donc, les deux, il doit avoir le sens de la responsabilité au niveau de l'État et la jeunesse aussi doit prendre ses responsabilités. Comme ça, on fera bon chemin et la jeunesse va aller de l'avant. Donc, il y a certains gens qui ne comprennent pas cela. Jamais on ira de l'avant et la jeunesse serait toujours... Est-ce que vous vous sentez sacrifié quand on... Et la jeunesse, là, serait toujours... Quand on sait que ce fonds finalement n'existe plus, on ne sait pas par où il est passé. Est-ce que vous, jeunes, vous sentez sacrifié déjà par rapport à ça? Oui, on se sent sacrifié, bien évidemment, parce que c'est un fonds réservé à la jeunesse.
Aujourd'hui, comme venait de dire mon frère, il y a des jeunes porteurs de projets. J'espère qu'on devrait orienter ça dans cette lignée pour pouvoir permettre aux jeunes d'entreprendre leurs projets. Et donc, c'est vraiment, permettez-moi d'utiliser le terme, là encore, c'est un casse-tête pour la jeunesse qui ne sait quoi faire. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose. J'ai comme l'impression qu'on revient toujours sur la question de l'État. On ne fait que condamner l'État. C'est vrai, elle est coupable en partie, comme a dit le frère. Nous aussi, jeunes, nous sommes responsables de quelque chose. Mais j'aimerais savoir, que faut-il faire donc si cet État-là n'arrive pas à prendre ses responsabilités comme il se doit? Faut-il accepter que nous soyons une jeunesse sacrifiée? C'est là aussi où est le problème. Je pense que... J'allais dire que la jeunesse congolaise est sacrifiée. Elle est sacrifiée pourquoi? Parce que c'est comme si c'est... Permettez-moi que je sois un peu beaucoup virulent, puisque ça fait mal. Je suis jeune, moi aussi. Je ne suis pas venu dire ce que je fais et ce que je ne fais pas. Il n'y a pas très longtemps, en 2010, il y a des gens qui criaient que le Congo jouissait d'une bonne santé financière. Et à la fin, on ne sait pas qu'est-ce qu'on avait fait cet argent. Alors qu'il y a une jeunesse à l'autre côté qui croupit dans la misère. Mais pourquoi pas chercher à faire promouvoir cette jeunesse-là? Au moins celle qui est formée. Je dis bien au moins celle qui est... Même si... Et puis je vous rappelle que la jeunesse congolaise n'est pas paresseuse. Ne nous trompons pas. La jeunesse congolaise n'est pas paresseuse. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des jeunes parfois, il y a des gens qui sont plus jeunes que moi, parfois à son âge, c'est un jeune cadet en regardant, qui ont déjà une famille, qui ont déjà quitté leurs parents, ils ont une famille. Mais comment est-ce qu'ils font pour survivre? La jeunesse congolaise n'est pas paresseuse. De façon générale, la jeunesse africaine n'est pas paresseuse. Elle est travailliste et travailleuse. Alors, mais quand ils se cherchent, il y a beaucoup d'embûches. Et ces embûches sont beaucoup plus politiques. Cette politique qui n'est pas du tout favorable à l'essor socio-économique des jeunes. Puisque quand on parle du fléau du chômage, ce fléau touche d'autant plus la couche de la jeunesse. Puisque les adultes ont déjà été formés à un âge donné, ils trouvent parfois de façon tardive ou un peu plus tôt, ils trouvent le travail. Mais la jeunesse, qui est l'avenir de demain. Et par là, je vais chuter en disant que je reviens toujours sur l'éducation. Il faut que la jeunesse congolaise soit formée et éduquée. Et cette éducation doit être adaptée à la demande d'emploi, adaptée au système. Une formation doit être adaptée à la demande d'emploi et aux besoins d'aujourd'hui. Et le constat que nous faisons ces jours-ci, c'est que depuis un certain temps, c'est qu'il y a certains jeunes qui finalement se cherchent un mentor, ils vont se mettre derrière un homme politique pour se faire tracter. Est-ce que vous pensez que ces deux-là, cette façon de faire, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est bien pour un jeune? Est-ce que ça ne tue pas le jeune? Est-ce que finalement, c'est l'homme politique qui doit baliser la route pour ce jeune? Justement, moi j'aime dire que sur ce cas de figure, il y en a beaucoup. C'est sur ce cas de figure. Mais est-ce qu'ils ont tort d'aller finalement se réfugier dans la politique? Je les comprends. C'est pour ça que je dis dans mon livre, le tout premier, que nous sommes tous bébés noirs. Pas dans l'action, mais dans notre être le plus profond. Ce qu'ils font, c'est la même chose que ceux qui agressent les gens dans la rue. C'est un système qui est là. On vous dit, pour arriver à quelque part, il faut passer par tel monsieur. Si tu passes à la télé, tu peux pas le critiquer ou quoi, bon voilà, pour avoir ses faveurs ou faire ses éloges. Mais j'ai pas le temps pour ça. Personnellement, je suis connu pour ça. Je dis la même chose à la télé, la même chose en privé. C'est un système qui est comme ça. Et tout à l'heure, je discutais avec mon frère de la JUPADES. Je lui dis, Jérémy Lissouba, il est député où? Il me dit à Dolizy, il est député au village de son père. Denis Chrisé Sassou Nguesso, il est député où? Au village de son père. Quel est le changement? Quand vous me demandez, cette jeunesse, est-ce un atout ou un casse-tête? Je dis, si on persiste, on accepte cet héritage de nos aînés, mais on reste un casse-tête, on n'est pas un atout. Il faut changer, il faut une révolution culturelle, il faut changer les mentalités. Moi, je vais chuter s'il vous plaît. Moi, je suis fils de bureaucrate. Mais mon père, qui n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, il était broussard, fils de paysan. Donc nous avons plus d'opportunités, plus de moyens, plus de capacités pour faire mieux que nos aînés. Si aujourd'hui on pense que l'État souffre d'incompétences notoires,
il faut changer le casting. Est-ce que ça, c'est un problème? Qu'est-ce que vous entendez par changer le casting? Changer le casting, c'est mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. En plus clair. En plus clair, si nous, les jeunes, nous constatons que ça ne marche pas, puisque nous sommes majoritaires dans ce pays, il faut mettre des jeunes à la place. Je vous donne un exemple. Il y a bien des jeunes à la place, il y a des jeunes députés, hein, non, des jeunes ministres. Je viens de citer un système qui se passe. Il faut que nous comprenions pourquoi est-ce que nous sommes à 90% jeunes. Le président de la République a plus de 70 ans, le président de l'Assemblée pareil, le Premier ministre pareil, et nous sommes où? Nous sommes spectateurs. Pourtant, c'est nous qui souffrons le plus. Monsieur Collinet dit on doit mettre l'école payante parce que le pays n'a pas d'argent. Mais on ne baisse pas les salaires des ministres. J'ai fait mon petit calcul, si on en leur enlevait que 25%, ça ne leur fait pas grand-chose. L'État les a assez engraissés toutes ces années. Pour la plupart, ils sont ministres depuis longtemps, ils ne vont pas souffrir de ça. On économiserait au moins 1 milliard par an. Comme ça, l'école demeurera gratuite pour tout le monde. Donc moi, je dis, c'est à la jeunesse congolaise. Je dis oui, cette jeunesse-là, elle ne s'assume pas, elle se laisse faire. Et c'est le moment pour elle. Oui, j'aimerais rebondir dans le même sens pour dire qu'il faut refaire l'image. C'est d'abord l'objet de mon deuxième ouvrage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui tellement que tout est fait autour du politique et on a comme l'impression que rien ne peut se faire. Et cela s'installe en nous subrepticement. On se dit, nous aussi, pour en arriver à un stade quelconque, on doit forcément être derrière en politique. Mais revenons sur une chose, nous venons de dire tout à l'heure que la jeunesse est plus de 90% de notre pays. Et si cette jeunesse aujourd'hui, qui n'est pas accompagnée dans ses activités, prenez du recul pour dire, tiens, nous aussi, nous n'allons pas accompagner des acteurs politiques, puisqu'ils veulent à tout prix que nous soyons derrière eux, qu'est-ce qui va se passer? Voyez-vous? Donc, on doit chercher, jeunes que nous sommes, notre champ de force. C'est que je n'aime pas souvent rentrer dans ce genre de discussion de politique parce que moi, je me dis que pour pouvoir atteindre un certain niveau, on n'est pas forcément obligé d'être derrière un politique ou faire de la politique. Qu'est-ce qui se passe? Nous, les jeunes, on a notre champ de force. Ils ne sont rien sans nous. D'accord? Et on doit savoir prendre du recul. Nous avons des problèmes. Posons nos problèmes. Malheureusement, il se passe aussi quelque chose, c'est que les Congolais visent des intérêts personnels. D'accord? Aujourd'hui, on prend une initiative qui concerne les jeunes que nous sommes. Il suffit qu'un politique nous invite, nous appelle, et voilà, qui nous montre qu'il soit généreux envers nous, on se laisse faire et on oublie qu'on porte toute une charge de la jeunesse de notre pays. Est-ce que vous êtes en train de dire que toutes ces jeunesses des partis politiques, finalement, ils ont tort? La JUPADES... Vous allez constater une chose dans notre pays. Vous allez constater une chose dans notre pays. Les associations que l'on met en place dans le pays, au départ, ce sont des associations à caractère non politique. Mais ils finissent par y adhérer. Voyez-vous? Allez-y, monsieur. Ça, c'est bon, j'allais dire, en fait, j'adhère à la même idée que mon frère vient de dire. Ces jeunesses, ils vont vers ces autorités politiques parce qu'ils n'ont pas, en fait, ces moyens d'accompagnement. Cette jeunesse congolaise n'est pas paresseuse, loin de là. C'est une jeunesse très dynamique, une jeunesse intelligente. Mais comme ils ne trouvent pas de source d'accompagnement pour aller de l'avant, pour réaliser leurs projets, ils sont contraints d'aller dans ces associations vers ces acteurs politiques. Mais malheureusement, ces problèmes perdurent. C'est pas parce qu'ils sont derrière un homme politique. Non. Qu'ils ont la solution. Nombreux se plaignent, il n'y a pas d'emploi. C'est parmi les moyens, pas forcément ça. À partir de là, c'est l'homme politique qui doit faire votre avenir. Non. C'est un moyen seulement. C'est un moyen seulement afin. Moi, je voudrais dire ceci. Ce qui se passe, c'est parmi les moyens. C'est que lorsqu'on est derrière ce genre de personnes, c'est difficile de faire entendre notre voix. Parce qu'au départ, moi, je porte la voix de tout un peuple, de la jeunesse congolaise. Et une fois arrivé derrière un politique, qu'est-ce qui se passe? Je ne me vois plus que moi. Et j'oublie carrément la question qui venait d'être posée, savoir est-il bien qu'un jeune, les jeunes soient... Est-ce qu'ils ont tort d'être derrière les hommes politiques finalement? Nous avons pris part à beaucoup de rencontres. Nous avons toujours condamné avec le plus ample énergie ces comportements. Nous, de façon générale. Moi, je venais de poser une question tout à l'heure. Non, mais attendez, permettez-moi. Nous, la jeunesse de l'UPADES. Parce qu'il y a une différence entre être derrière un homme politique et s'engager en politique. Moi qui vous parle, j'avais signé la fiche d'adhésion à l'UPADES, j'étais encore étudiant. Et je ne suis plus étudiant, ça fait 6 ans.
mais j'étais encore étudiant, j'avais à signer la file d'adhésion. Quelles étaient vos ambitions? Sans avoir eu un intérêt immédiat. Et puis les jeunes qui se font prendre de cette manière, on appelle c'est ceux jeunes qui cherchent un enrichissement illicite. Non, comment ça sans avoir un intérêt immédiat? Vous venez de dire tout à l'heure qu'un parti politique, c'est pour aspirer au pouvoir. Donc vous êtes conscient? Mais je ne comprends pas. Je suis en train de faire une différence entre les jeunes qui sont derrière les hommes politiques comme des individualités. Je suis un homme politique qui a eu une... Au départ, ils ne vont pas vers les... qui a lu les documents juridiques d'un parti politique et ne les a acceptés tels que l'idéologie avait été définie de façon, en fait, objectivement ou peut-être subjectivement, on ne sait pas. C'est différent d'un jeune qui s'est engagé et qui milite dans un parti politique ensemble. Mais nous condamnons ces jeunes-là qui sont derrière des hommes politiques et qui cherchent des facilitations ou des facilités. Est-ce que pour régler les problèmes de la jeunesse, est-ce que pour régler les problèmes de la jeunesse, vous jeunes, vous êtes obligés de vous engager en politique? Non, pas du tout. Non, la politique est un engagement personnel. Voilà. Mais en s'engageant en politique, ne veut pas dire que vous n'allez pas travailler. Moi, j'ai un métier. J'ai aussi été formé, j'étais à l'université Marien Ngouabi, j'ai un métier. Et je ne suis pas allé en politique pas parce que je dois tourner vers mon métier. Si un jour je peux avoir une fonction politique, aujourd'hui je ne l'ai pas, ce n'est pas mauvais. Mais j'ai des visions personnelles. Monsieur Kapou, vous voulez réagir? On va de gauche à droite. Voilà. Si on voit bien tout ce qu'on vient d'évoquer là, pour la jeunesse, c'est un problème seulement des mesures d'accompagnement, c'est tout. S'il y avait une bonne politique ficelée au niveau de l'État concernant la jeunesse ne saurait pas se trimballer vers ces autorités politiques. Mais pourquoi toujours revenir à l'État? Parce qu'on a comme l'impression que l'État ne fait rien pour cette jeunesse. Il n'y a pas une bonne politique au niveau de la gestion des jeunes. Là, derrière cet État-là qui ne fait rien pour la jeunesse. Moi, je ne pense pas. On doit connaître ce que nous sommes, nous les jeunes. Mais ça va de pair. La jeunesse doit faire des efforts. La jeunesse essaie quand même de faire un peu d'efforts au niveau de son côté. Mais il doit être accompagné aussi par l'État, pas seulement l'État, il y a d'autres institutions de la place. Mais malheureusement, au Congo, on connaît notre pays. Et puis, ces institutions-là, le contact entre les institutions et les jeunes sont facilités par l'État, par des autorités, par des personnes qui appartiennent à certaines institutions étatiques. La facilitation est là. Mais parfois, ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est les contraires. Parfois, on bloque. Et certaines personnes, certaines autorités se permettent parfois de s'asseoir sur certaines bourses qui sont données. Et parfois, la sélection se passe par des moyens qui ne sont pas du tout... Quand je parle Kitouba, je facilite à un jeune qui parle Kitouba. Quand je parle Lingala, je facilite à un jeune qui parle Lingala. Et c'est ce que nous sommes en train de condamner. Ce qui est déplorable... Allez-y, monsieur Mathias. Est-ce que je peux parler? Nous lui donnons la parole. Justement, mon frère de la Jupades, donc de l'Upades, qui est un homme politique, il faut dire les choses clairement. Lui, il ne peut pas dire qu'il est impuissant en tant qu'homme politique. Il doit agir. Vous avez une vision de ce que vous dites. Ne nous citez pas des cas sur la discrimination ou quoi. Quel est votre apport? Je rappelle une chose. Quel est l'apport de la jeunesse du parti? Attendez, je veux finir. Quel est l'apport de votre parti? Le Dolisie et un peu les partis sud du pays, c'est votre fief. Qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes Indiens? Vous savez, depuis quand ça dure? Ça fait plus de 2 décennies. Et ce ne sont pas les mêmes jeunes. Plusieurs générations de jeunes ont été sacrifiés comme ça. Vous allez leur parler du civisme, vous allez leur parler du patriotisme, vous allez leur apprendre l'amour du pays à ces jeunes-là. C'est votre fief. Écoutez, excusez-moi, je peux lui répondre. Permettez-moi, c'est une très bonne question. C'est une très belle question. Je l'avais déjà dit au préalable. Dites-nous ce que vous faites sur le terrain. Ne confondez pas. Mais vous allez me suivre, vous allez sûrement parler. Je vais vous répondre. Ne confondez pas un parti politique à une institution de l'État. Un parti politique, mais vous avez l'intérêt de me suivre. Vous avez l'intérêt d'adhérer au pouvoir pour pouvoir changer les choses. C'est une question de parti. Écoutez, vous avez l'intérêt de me suivre. C'est une question que vous avez posée. J'ai le plein droit de répondre à cette question. Allez-y. Mais pourquoi est-ce que nous pouvons me permettre? Vous dites que vous êtes un parti qui est à la quête du pouvoir. Pourquoi aujourd'hui les Congolais vous porteront au pouvoir? Dites-nous. Mais pourquoi est-ce que vous allez réfléchir? On va revenir
revient au débat. Écoutez, On revient au débat. Vous avez une On revient, s'il vous plaît, en termes de propositions sur le terrain. Messieurs, on revient au débat. C'est pas une question de c'est une question de débat niveau. Permettez-moi que je le dise. Nous revenons au débat, s'il vous plaît, M. Mwanda. Vous êtes quand même un membre du bureau exécutif national de bien sûr, PADES. bien sûr. Donc vous êtes quand même un haut cadre des jeunes. Alors la question qui suit finalement est celle-ci. Qui est le bourreau de la jeunesse congolaise? Est-ce la cellule familiale, les autorités politiques ou la jeunesse elle-même, selon vous? Allez-y. Mais tout le monde va répondre. Je pense que c'est une question qui est... C'est une très bonne question d'abord parce que le problème... On ne pose pas de mauvaises questions ici. Hein. C'est une Merci très... quand même. Hein. Non, en fait, c'est une très bonne question parce que d'abord, c'est une question transversale. Le problème de la jeunesse est très vaste. D'abord, ça commence d'abord par la cellule familiale. Qui est responsable. Qui tue sa jeunesse. Oui, oui. D'abord, l'enfant doit être bien éduqué au niveau de sa famille. Après, il y a l'école. L'école ne fait qu'accompagner. Hein. L'école ajoute un plus. Et il y a l'autre, là, il y a l'environnement. C'est-à-dire l'environnement qui entoure l'enfant. Tout ça, ça ajoute beaucoup. Mais si la base au niveau de la cellule familiale est ratée, ça serait très difficile. Et si c'est pas Permettez, la question de la jeunesse est une question transversale. C'est ce qu'il a dit. Ça concerne, oui, je reviens. Il y a le ministère de la jeunesse qui est impliqué. Il y a le ministère de l'Intérieur, le Benoît. Il y a la famille. Il y a le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et technique. Est-ce que vous avez suivi la question? Vraiment, la question est celle-ci. Oui. Qui est aujourd'hui, selon vous, le bourreau de la jeunesse? Est-ce la cellule familiale? Est-ce les autorités publiques ou politiques? Ou encore la jeunesse elle-même? Donc, lorsque vous citez tous ces ministères, ils sont englobés dans les autorités publiques ou politiques. On avait dit que la responsabilité est partagée. Chaque personne, même quand on est jeune, nous devons nous engager. Mais après cet engagement, il faut que nous ayons au niveau, puisque nous vivons dans une société organisée, comme le disait Sartre, en définissant ce que veut dire l'État, c'est une société organisée et tout. Donc, quand nous sommes dans une société organisée, les personnes qui y vivent, donc les êtres qui y vivent, doivent jouir de certains avantages, certains avantages qui sont définis par la loi. Selon vous, le bourreau des jeunes, c'est qui? C'est vous-même les jeunes, l'État ou la famille? Mais je viens de répondre à la question en disant que c'est une responsabilité partagée. Donc, il y a une part de la jeunesse, mais la plus grande partie, c'est l'État. C'est ce que vous partagez, monsieur? La plus grande partie, c'est l'État. Non, moi je ne suis plus de cet avis en tout cas. Je crois que nous sommes trop laissés faire, nous, la jeunesse congolaise. Donc, selon vous, le bourreau de la jeunesse congolaise, c'est nous-mêmes. C'est vous-même les jeunes. C'est nous-mêmes. C'est pareil pour vous? J'aimerais rebondir sur cela. Et moi, je suis jeune, je condamne avec la dernière force la jeunesse que nous sommes. Parce que toute espèce qui arrive au bout de son cycle doit accepter de mourir. Ça, c'est une évidence. Mais nous, quel héritage? Qu'est-ce que nous aurons à proposer lorsque nous serons là demain? Est-ce parce que rien n'est fait aujourd'hui qu'on doit baisser les bras? Quel héritage avez-vous des anciens ou des seniors aujourd'hui? L'héritage... Avant de proposer à ceux qui viendront, mais qu'est-ce que vous héritez aujourd'hui, vous? Mais justement, c'est que nous n'avons pas reçu grand-chose. Mais c'est pas pour autant... Qu'est-ce que vous avez au moins reçu des seniors? Ce que j'ai reçu des seniors, bon, je dirais beaucoup plus dans la cellule familiale. Ce que je suis aujourd'hui, c'est vraiment en partie de mes parents qui m'ont encouragé, qui m'ont enseigné de bonnes valeurs et les encadreurs que j'ai. Qu'est-ce que vous recevez de l'État aujourd'hui? Bon, de l'État jusqu'alors, personnellement, je n'ai encore rien reçu de tel. Mais retenez une chose. L'État, c'est ça, mon frère. Retenez une chose. Je ne sais pas si vous dites ça par inculture ou ignorance, mais l'État, c'est quoi? Vous êtes en paix aujourd'hui. Il y a l'ordre, mais c'est ça l'État. Vous êtes vivant, on ne vous a pas agressé, il y a la police. Non. C'est ça l'État. Si l'État n'existait pas, il n'y aurait pas ça. Vous faites votre commerce. Vous confondez peut-être paix et calme ou tranquillité. Non, mais c'est ça l'État. Parce qu'il y a une chose. La jeunesse du Congo ne sera jamais en paix aussi longtemps qu'elle est sans emploi. Ça, c'est une chose. Ça va toujours créer des soulèvements. N'attends pas. Qu'est-ce qui m'empêche de venir, de ôter ton habit et de partir avec? Parce que nous sommes dans un état de droit. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il y a des jeunes qui ne le font pas? Qu'est-ce qui te dit qu'il y a des jeunes qui ne le font pas? Pour résumer tout cela, je peux dire, si la cellule familiale peut prendre ses responsabilités correctement, comme ça se faisait autrefois, l'État prend ses responsabilités. S'ils peuvent faire une symbiose, les deux, je pense que cette jeunesse va redorer son blason dans le temps. Il y a une chose très importante. Comme ça a été pour nos parents. Parce que d'abord, ils étaient bien formés au niveau de leur famille, bien que c'était à l'époque la plupart les fils de paysans, mais ils avaient de bonnes valeurs. Et ils étaient bien formés à l'école.
C'est ça qui a fait d'eux les hommes qui sont aujourd'hui. Donc si on peut redorer ce blason d'antan, je pense on va retrouver cette bonne jeunesse comme a été nos parents à l'époque. Pour ce qui est, c'est important. La solution, il faut qu'il y ait une bonne politique au niveau de l'État. À la tête des instances de décision. C'est un problème de management. C'est ce que j'ai dit. Le problème de notre pays, c'est ça. C'est un problème de leadership, un problème de management. Tu me rejoins. J'ai comme l'impression que ce débat va J'ai ouvrir résumé un cela. autre débat. Parce qu'on revient toujours là que c'est un problème de management. Maintenant, que faut-il faire ? Puisque nous ne sommes pas à même de pouvoir les déplacer de là où ils sont. Mais que faut-il faire ? Quand vous dites les déplacer de là où ils sont, il s'agit de qui ? Il faut préciser, hein. Soyez précis. Quand je dis de déplacer, je fais allusion à ceux qui nous gouvernent, les autorités en place. J'aimerais signaler vous pensez qu'ils sont démissionnaires face à la jeunesse congolaise? Je voulais dire quelque chose de très important. Je viens d'être, s'il vous plaît, ma candidature, par exemple, vient d'être validée pour représenter le Congo. S'il vous plaît. Ayant la culture du débat, je vous en prie. Ma candidature vient d'être validée pour représenter le Congo en Afrique du Sud, ce qui concerne le sommet mondial de la paix. Là-bas, il sera abordé des questions d'éducation à la paix, de citoyenneté, de développement de la jeunesse. J'ai fait recours au ministère de la Jeunesse. Ça fait déjà une semaine. Jusqu'alors, je n'ai pas eu de retour. Parce que j'ai besoin du soutien du gouvernement. Ce n'est pas pour moi que je le fais, mais c'est pour la jeunesse tout entière. C'est là où elle est démissionnaire, si et seulement si l'État ne peut pas accompagner ce genre d'initiative. Voilà. Donc, c'est en ce moment-là que je me permets de dire jusqu'alors, voilà que l'État ne joue pas vraiment son rôle. C'est quelque chose qui ne devrait pas tarder parce que le sommet, c'est du 24 au 25 avril. Et j'ai déposé ma demande, ça fait déjà une semaine et quelques jours. Je n'ai pas encore reçu de feedback. Je ne sais pas si c'est parce que... Vous avez peur que quelqu'un d'autre aille à votre place? Parce qu'on ne sait jamais. Bon, mais c'est possible, hein. C'est possible, c'est des choses qui arrivent, c'est possible, je ne veux pas, c'est possible. Permettez-moi que je dise quelques mots. Ceux qui sont mon frère qui ne cesse de me poser une question à laquelle je n'ai même pas proposé, je n'ai pas encore pu proposer une réponse. Il est en train de parler de... Mais ici, c'est moi qui pose les questions, de toute façon. Vous pouvez nous puisqu'il parle de moi. Quand on parle de la politique, il s'attaque directement à moi. Oui, il a raison. Vous êtes parce que bien sûr. Alors, il ne faut pas confondre la politique. Quand je parle de la politique, c'est vaste, c'est vrai. Mais nous sommes un parti politique de l'opposition. Qu'est-ce qu'un parti politique de l'opposition? Un parti politique de l'opposition. Mais est-ce que vous pouvez m'entendre? Mais c'est ça. Est-ce que vous pouvez m'entendre? L'opposition, c'est pas une idéologie. Nous ne sommes pas ici pour un débat politique. Un parti de l'opposition que j'éclaircisse à caractère social. Un parti politique, ce n'est pas une idéologie. Vous devez proposer. Qu'est-ce que vous proposez? Pourquoi si nous laissons les arrêtez de vous opposer. Vous voulez que vous opposez? Un parti politique d'opposition est un parti ou un groupement politique qui ne soutient pas l'action du gouvernement. Alors nous savons bien que le gouvernement... C'est ça la qualité des partis politiques dans ce pays. Nous n'avancerons pas. Si les autres pays sont des grandes nations, c'est parce qu'ils ont des partis politiques de qualité. Nous avons une grosse politique qui est propulsée par des partis qui savent du pouvoir, toute la politique. On n'aurait jamais eu Obama président des États-Unis. Obama, il a commencé dans les quartiers. Définissent. Ouais, toute la politique. Messieurs, s'il vous plaît. Je vois un calque du secrétaire. Je comprends, monsieur Mwanda. Vous voulez répondre, mais bon. Vous rentrez dans le monsieur Mathias, s'il vous plaît. Essayez de vous calmer, je vous en prie. Monsieur Mathias, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Les Congolais ont envie d'écouter des choses. Monsieur Mathias, nous sommes à la fin. Monsieur Mwanda, on peut poursuivre le débat après l'antenne. Mesdames et messieurs, jeunesse congolaise à tout casse-tête. Les jeunes sont là, ils ont parlé, vous les avez écoutés. C'est à vous d'en juger. Le débat de ce soir est fini. Nous aurons notre débat dans les jours à venir. Merci beaucoup.